Je ne m'attendais certainement pas à ce que la construction de la McLaren se déroule de la sorte. On a encore toute cette vidéo. J'ai dû l'emmener chez McLaren parce qu'il y avait un sérieux problème que nous ne pouvons pas réparer. Permettez-moi de vous dire ce qui s'est passé. Vous savez tous que j'ai acheté cette McLaren accidentée à Amsterdam. Mais en raison des dommages subis par le carbone, j'ai dû remplacer tout l'habitacle. Ce qui signifie que je l'ai reconstruite à partir de zéro. C'est comme ça qu'ils procèdent en usine. La construction se déroulait vraiment bien. Mais après avoir monté les roues et pris la route pour la première fois... Oh mon Dieu! La catastrophe a frappé. Oh, le moteur! Moteur très mauvais. Mais ce n'est pas pour ce problème que nous avons emmené le véhicule chez McLaren. Aujourd'hui, le moteur fonctionne et roule. Nous n'avons qu'un seul code de défaut sur le tableau de bord, qui est un défaut d'airbag. Mais dès que vous dépassez les 2000 tours minute, il y a beaucoup de fumée, et nous devons résoudre ce problème avant que quelque chose de grave se produise. Mais je pense que nous savons quel est le problème. Depuis que nous avons effectué tous les travaux sur la McLaren, je n'ai pas pu vérifier le niveau d'huile. Le moteur n'a pas de jauge. Vous devez contrôler l'huile électroniquement. Ce que nous n'avons pas pu faire car le témoin de suspension vous empêche de parcourir le tableau de bord. Mais pourtant, depuis, nous avons réparé le feu de suspension. Mais pour vérifier l'huile dans cette voiture, c'est tellement étrange. Je n'ai donc jamais connu une telle situation. Je ne sais pas pourquoi il ne se contente pas d'une simple jauge d'huile. La voiture doit être en marche, puis vous faites défiler le tableau de bord jusqu'à trouver l'huile. Ensuite, vous appuyez sur l'accélérateur. Mon pied est à plat sur l'accélérateur. Il va maintenant le tenir à 2000 tours minute pendant 120 secondes, avec une quantité d'huile potentiellement trop importante. Mais avant cela, le moteur doit atteindre une température de 90 degrés Celsius. Le décompte commence alors à partir de 120 secondes. 18 secondes restantes. 15 secondes restantes. Allez! Nous y voilà! Tout ça pour nous dire que c'est surchargé. Est-ce que c'est notre problème? J'en sais rien, mais au moins ça nous donne quelque chose à faire. Si un moteur est surchargé d'huile, l'huile s'échappe naturellement quelque part, parfois en suppression, et se retrouve dans la chambre de combustion, provoquant beaucoup de fumée. L'admission, qui n'est pas censée contenir d'huile, est en train de fuir. Il pourrait bien s'agir de joints d'huile du turbo, mais il faut garder à l'esprit que le tableau de bord indique que l'huile est trop remplie. Je vais vidanger un peu le moteur et mesurer à nouveau l'ensemble, en espérant qu'il n'y ait qu'un trop-plein. On a retiré une quantité aléatoire d'huile. Donc, nous partons du principe que lorsque nous démarrons la voiture, si le niveau d'huile est trop bas, elle nous le dira immédiatement, au lieu de rester à 2000 tours minute, pendant 2 minutes avec un niveau bas. Mais on le saura plus tard. Mais nous ne savons toujours pas si cela va résoudre notre problème de fumée. D'accord? Il semble que nous devrons refaire la même procédure pour la mesurer. C'est pas le cas, il n'y a pas de témoin lumineux indiquant que le niveau est trop bas, donc on va attendre que ça se réchauffe. Oh! Trop bas! Oh, c'est trop bas. Donc on a fait tout ça, et ça nous indique que c'est trop bas. Pourquoi ça ne me l'a pas dit quand j'ai démarré la voiture? Il faut donc maintenant ajouter de l'huile au moteur. Et si vous regardez le diagramme à l'écran, il semble que nous devions en ajouter une certaine quantité. Et nous n'en avions même pas sorti autant. On va en mettre. Mais ensuite, je pense que nous avons compris quelque chose. Ce moteur est doté d'un carter sec et non d'un carter humide. Et sur un moteur à carter humide, toute l'huile est stockée au fond du carter. Elle est extraite à l'aide d'un filtre à huile et passe par la pompe à huile, le filtre à huile et le moteur. Dans le cas d'un moteur à carter sec, toute l'huile est stockée dans un réservoir séparé qui est retiré pour être remplacé par un filtre à huile, par une pompe, par le filtre à huile et ensuite autour du moteur. Et il ne reste plus qu'une quantité d'huile au fond du moteur, qui est extraite par une pompe de récupération et renvoyée dans le réservoir d'huile séparé. Sur le moteur de la Murcielago, qui est également un moteur à carter sec, vous pouvez remplir l'huile à 2 endroits. Un dans le moteur actuel, ici, et 2 dans le réservoir à huile qui est situé à l'arrière, juste ici. Alors que dans la McLaren, vous ne pouvez la remplir que par le moteur. Donc, est-il possible que nous ayons rempli toute la capacité d'huile dans le moteur, sans le surcharger, mais en le noyant presque dans l'huile? Je pense que nous étions censés ajouter de l'huile, la laisser tourner dans le moteur pendant un certain temps et la remplir à nouveau après. Ouais! Pile au milieu. Exactement au milieu. Je sais pas si ça résout le problème de la fumée. Je suppose que nous allons devoir le découvrir. Et il n'y a qu'un seul endroit
qui pourrait nous dire si ça fume encore. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quel était le coût total de la construction jusqu'à présent. Bienvenue dans l'école des finances. La McLaren, 60 000 livres sterling. L'habitacle, 5 000 livres sterling. Pièces détachées, il y avait beaucoup de pièces, et je pense que nous avons bien travaillé sur celles que nous avons achetées. Le coût total de la construction s'élève à ce jour à 89 115,35 livres sterling. Et si mes recherches sont correctes, cela en fait la McLaren 720S la moins chère de tout le pays. Mais il est temps de passer au banc d'essai. Espérons qu'elle tienne le coup. C'est donc parce que nous ne pouvons pas encore l'emmener sur la route que nous avons prévu ce plan. Elle n'est pas enregistrée au Royaume-Uni. Cette fois-ci, nous avons fait une course dyno. En passant par tous les rapports de vitesse sur le dyno, si nous avons le feu vert, on va la tuner. Mais cela s'est avéré être une lourde tâche pour la McLaren. Parce qu'une fois de plus, nous avons eu des problèmes. Eh bien, comme le veut la tradition McLaren, la voiture est bel et bien morte. Pour fonctionner sur le dyno, dans un premier temps, nous avons dû retirer le diffuseur pour pouvoir le fixer. Et deuxièmement, il doit être branché pour pouvoir passer en mode dyno, afin que la voiture sache qu'elle est sur le banc d'essai. Et comme nous l'avons fait, je pense que la voiture s'est arrêtée à mi-parcours. Et maintenant, lorsque vous essayez de la démarrer, laissez-moi vous montrer. Elle était complètement morte. La batterie était chargée, il y avait même un chargeur branché, mais rien ne s'est passé lorsque nous avons essayé de la démarrer. Elle est complètement morte. Et ça fait des heures que nous sommes là-dessus. Notre seule option est de la porter chez McLaren. Peut-être qu'il s'agit d'une simple erreur. Peut-être que j'aurais dû laisser les choses en l'état. Non seulement elle ne s'allumait pas, mais les fenêtres ne montaient pas non plus. Le frein à main ne fonctionnait pas, mais l'allumage fonctionnait. C'est comme si tous les circuits électriques de la voiture avaient décidé de nous abandonner. Nous avions en fait prévu de l'amener à McLaren dans cette vidéo. Mais pas pour cette raison. Eh bien, nous sommes arrivés à McLaren d'une manière qui n'était pas celle que nous avions imaginée. Mais nous sommes à McLaren Birmingham et les techniciens sont déjà dans la voiture parce que c'est un peu... Est-ce que vous voyez des problèmes maintenant que vous êtes là? Ouais. Elle est peut-être immobilisée parce que si elle est pulsée, c'est peut-être un problème d'immobilisation. Oh, ok. Un dispositif d'immobilisation pour une raison inconnue. S'il s'agit d'un anti-démarrage, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il ne faut pas juste Il s'agit de resynchroniser le contrôleur du corps de sécurité, l'unité de commande de la boîte de vitesse et l'unité de commande du moteur. Et c'est un travail facile? Ça prend environ 15 minutes si tout se passe bien, mais il faut parfois recommencer plusieurs fois. Il se peut qu'on recommence si tout est confus. D'accord? Ouais. D'accord, croisons les doigts pour que ce soit ça, on verra bien. Ce n'est pas comme ça que je m'attendais à ce que la journée se déroule. Mais nous sommes vraiment au bon endroit pour résoudre ce problème. Et je crains que tout cela ne devienne très coûteux. Aujourd'hui, on a Simon sur la chaîne. La technologie McLaren existe depuis combien d'années? 13 ans. 13 ans, donc on a la bonne personne à ce poste. La première chose que Simon va faire est d'installer un chargeur de batterie sur la voiture. Étant donné que la plupart des pannes sont d'origine électrique, on veut s'assurer que la batterie est complètement chargée afin d'éliminer la possibilité qu'elle soit à l'origine de la panne. Il va ensuite utiliser le scanner McLaren pour voir s'il y a des problèmes. Il s'agit donc d'un code d'immobilisation dans l'ECM, et il est lu, ce qui est une bonne chose. D'accord, mais c'est tout simplement confus. Et le code que nous obtenions était un défaut de l'anti-démarrage. Il y a 3 calculateurs, n'est-ce pas? Oui, moteur, calculateur du moteur, calculateur de la carrosserie et calculateur de la transmission. C'est ça? Le calculateur du moteur, le calculateur de caisse de sécurité et le calculateur de la boîte de vitesse. Ils doivent tous se parler, et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cessé de se parler. Il faut donc qu'ils parlent à nouveau le même langage et que cela fonctionne. J'espère qu'on y arrivera. J'espère. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 3 unités de contrôle. L'unité de contrôle du moteur, qui est en charge de tous les circuits électriques du moteur, l'unité de contrôle de la transmission, qui est chargée de tous les éléments électriques de la transmission, et le contrôle de sécurité de la carrosserie, qui est chargé de tous les circuits électriques de la carrosserie et de l'anti-démarrage. Ils se parlent tous, mais le problème, c'est que les miens ne le font pas. Les vitres ne fonctionnent pas non plus. Mais apparemment, le module de la porte est obsolète.
pourquoi la porte a-t-elle l'air module? Et pourquoi elle est périmée? Simon a donc dû mettre à jour le module de la porte et le tester. Ça fonctionne? Ouais! Et ça a fonctionné. Qui l'aurait cru? De quelle version du logiciel s'agit-il? Plateforme 4,9. 4,9. J'attends avec impatience la version 5. Les sièges ne fonctionnaient pas, nous avons donc dû mettre à jour le module des sièges. Puis il est passé à la réinitialisation de l'ensemble du système de conduite de l'immobilisation ou de ce qui en tient lieu. Maintenant, la voiture doit dormir avant de repartir. Combien de temps il lui faut? Il suffit de 2 minutes de sommeil pour que le CU se réinitialise. D'accord, je croise les doigts pour qu'il démarre. Ouais, nous y voilà. Nouveau problème. Le frein à main, ou le frein de stationnement, a décidé qu'il ne voulait plus travailler. Et comme il ne fonctionne plus, la voiture ne se verrouille pas. Parce que lorsque vous essayez de le déverrouiller, il émet un signal sonore pour vous indiquer que vous avez besoin d'une aide. Et si on ne peut pas verrouiller la voiture, elle ne s'endormira pas et ne se réinitialisera pas. Il faut donc faire fonctionner le frein à main avant toute chose. Ok. Mais il ne voulait pas fonctionner. Un autre défaut électrique. Vous avez l'étrier de frein normal et l'étrier de frein à main. L'étrier de frein normal est commandé hydrauliquement par votre pied. Super. L'étrier du frein à main est contrôlé électroniquement. Mauvais. On ne peut pas juste se contenter d'y apporter des modifications mécaniques, ce qui est le principal problème de la plupart de ces appareils de nos jours. Mais avec un peu d'astuce informatique de chez McLaren... Oui! Ça marche! Simon l'a fait fonctionner. Ouais! Nous pouvons maintenant verrouiller la voiture et la laisser s'endormir. Une fois cette étape franchie, nous pourrons essayer de la démarrer. Apparemment, elle est prête. J'espère qu'elle démarrera. Alors allons-y tout de suite. Où est-ce que je mets... D'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous y voilà. Allez, s'il vous plaît. Ce n'était pas très prometteur. Elle aurait dû s'allumer, normalement. On a toujours un défaut d'immobilisation. Toujours le même défaut? Ouais. Défaillance de l'antidémarrage. Recommence. Recommence. Oh mon Dieu. Ça peut être un cauchemar lorsqu'elles sont dans cet état. Il reste plus qu'à recommencer. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faire les 3 dans un ordre précis. Au lieu de se contenter de réparer le CM qui était défectueux. Il faut qu'on fasse les 3 en même temps. Ok, ouais. Recommence. Est-ce que ça nous coûte 3000 livres par heure ici? Ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, Simon allait refaire toute la procédure, mais dans un ordre différent, en réinitialisant et en mettant à jour toutes les unités de contrôle. Ce qui a pris beaucoup de temps. On vient d'entendre quelque chose. Maintenant, on peut montrer à tout le monde. Regardez. Un grand moment. Première fois. Allez! Ils ont vraiment assuré. C'était un long processus. Mais ça a marché. Il n'y a pas d'airbag. Il n'y a plus de voyant de l'airbag. Il n'y a plus le voyant. Je pensais que le défaut de l'airbag était dû au petit capteur qui est situé dans la porte. J'en ai donc acheté un, prêt. Et il nous a dit que c'était le capteur. Mais apparemment, c'est pas le cas. Tout est bon maintenant. La seule chose dont il a besoin, c'est d'un peu d'électronique. Ah! Quel soulagement. Elle fonctionne et elle roule maintenant. Nous pouvons donc nous atteler à certaines tâches que je devais initialement confier à McLaren. L'alignement des 4 roues. La voiture est chargée de poids pour simuler un conducteur et un passager. Ensuite, la machine d'alignement au laser est utilisée. Nous essayons de mettre l'alignement dans le verre et nous n'en sommes pas loin. Ouais, il y a quelques modifications à l'arrière à ajouter. Certains ajustements sont donc en suspens. Nous devons faire en sorte que tout soit parfait, car plus tard, nous irons sur la piste. Mais on y reviendra plus tard, car Simon a rencontré un autre problème. Comment fonctionne le réglage du carrossage sur la McLaren si vous avez ceci? C'est un chapeau excentrique que vous pouvez déplacer dans différentes positions pour ajouter votre carrossage. Il doit y avoir une vis sans tête qui bloque le tout en place. Et c'est le cas. Mais il ne reste que les restes d'une vis sans tête. Ouais. Comme nous n'avons pas de tête pour pouvoir dévisser cette vis, nous allons devoir presser tout le chapeau vers le haut. Et puis essayer de retirer tout ce qu'il reste de la vis sans tête. On pourra alors placer le chapeau et l'ajuster. C'est logique.
Encore plus de travail pour vous. Ouais. Bonne chance. Nous ne savons pas non plus comment est l'autre côté, alors nous espérons que ce n'est pas la même chose. Mais nous verrons bien. Ainsi, un travail simple s'est transformé en 2 heures de travail supplémentaires. Mais assez rapidement, Simon l'a installé et les roues ont été alignées. Un travail amusant? C'est parfois un peu difficile. Donc on est ouvert? On est ouvert. Oh, parfait, ouvert. Incroyable. Pour que la McLaren puisse être immatriculée dans le pays, elle doit être soumise à une inspection, et donc doit être impeccable. Nous nous sommes donc dit que pendant qu'on était chez McLaren, pourquoi les gars d'ici ne lui feraient-ils pas subir une inspection préliminaire? Nous savons que nous avons obtenu le feu vert pour l'absence de faute, ce qui est vraiment l'essentiel. Mais qu'en est-il de la qualité d'un technicien de McLaren? Bien, jetons un coup d'œil. La première impression de la voiture est en fait très bonne. Je suis toutes tes vidéos. Bon début. L'alignement des ailes est très joli. Très joli. Pour être honnête, il manque un peu de cachet. Juste ici, là. Ah ouais, Simon et moi avons fait le tour de la voiture et avons relevé quelques petits détails, comme les écarts entre les panneaux, qui n'étaient en fait pas trop mauvais. Et beaucoup de choses ont pu être ajustées avec des cales et des rondelles, comme c'est généralement le cas chez McLaren. Mais tout cela n'aurait pas d'importance lors de l'inspection. Nous sommes donc passés aux choses importantes. Il s'agit d'un cache-poussière pour ton élévateur de suspension. Ouais. Il est évident qu'il devrait se trouver ici. D'accord. Il est probablement plus visible en ce moment parce qu'on a soulevé la suspension avant d'installer l'emballage. Ah, d'accord. Il faut juste le remettre en place. Ce sera facile à faire quand tu l'auras sorti de l'ascenseur. Tu l'auras mis en place et tu l'auras retourné pour le maintenir en place. Ok. Ah, et ça va le tenir? Ouais, ça empêchera tout accès à cette sangle. Ouais. Ok. À l'avant, tout allait bien. Il y avait juste des petits détails comme les couvertures anti-poussière et quelques câbles électriques qui ne restaient plus qu'à mettre en place. De l'autre côté, c'était presque parfait, sachant que nous avions démonté toute la voiture. Nous sommes ensuite passés à l'arrière, qui était aussi en bon état. Simon a vérifié tout ce qu'il pouvait vérifier avant de passer sous la voiture. J'ai remarqué, en regardant à travers le diffuseur, que la traverse se trouve à côté. Sur le plan structurel, on va dire, cela a permis de renforcer le sous-châssis arrière. Il s'agit donc d'un élément relativement important de la voiture. Je veux dire qu'il n'a évidemment pas perdu d'épaisseur, mais il a pris un peu de plomb dans l'aile. Donc il se peut qu'à un moment donné, tu aies envie de le remplacer. Donc, à propos des boucliers thermiques, ils sont en bon état. Tu serais étonné du nombre de fois où j'ai constaté leur disparition. Il manque quelque chose qui devrait y figurer. Il se peut que tu devrais retirer la ligne d'arc pour la trouver. Et si tu veux renverser du carburant dans ton boulon d'alimentation, eh bien, tu disposes d'un petit drain pour l'évacuer, ce qui est bien. Oh, c'est celui qui est transparent? Ouais, un tuyau transparent. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Il se fixe sur le support du radiateur et doit sortir par ce trou qui est là. Oh, d'accord. Il doit donc se trouver quelque part derrière, n'est-ce pas? Encore une fois, le problème est que si tu renverses du carburant en le faisant le plein, le carburant sera acheminé ici, potentiellement près de l'endroit où se trouve ton turbo chaud et tout le reste. Oh! Il faut donc qu'il soit diffusé ici, c'est mieux. D'accord. C'est logique, c'est de là qui sort. D'accord. D'autres choses. C'est ainsi que Simon s'est retrouvé à faire pousser ce tuyau pour nous, parce qu'il ne pouvait pas supporter de le voir partir en sachant que nous allions sur la piste le lendemain, avec un objet susceptible de provoquer un incendie. Et voilà, un contrôle complet, sur une note de 1 à 10, avec 10 étant une voiture en parfait état, sans le moindre problème, et 1 étant qu'elle vient directement de la casse, elle est absolument ruinée. Quelle est la note que vous lui donneriez? Je dirais un 8. Ah, pas mal! J'aurais potentiellement réduit la note parce qu'il y a évidemment des petites choses, mais ce sont des petites choses. Ouais. Je serais probablement passé à 9 s'il n'y avait pas eu ce problème de carburant. Ah, c'est très bien, je pense que c'est notre meilleure note. C'est notre meilleur score, ouais. C'est une bonne chose, et je m'en réjouis vraiment. Merci beaucoup pour tout ça, et merci également d'avoir résolu le problème. On a été très bons aujourd'hui et on n'aurait pas pu choisir un meilleur endroit. Merci beaucoup pour tout. Et merci pour la note, je l'ai pas payé pour ça. Mais on va avoir une facture assez salée par la suite. Mais c'est une bonne chose pour la McLaren. Et maintenant, sur la piste. Sur la piste. La piste. McLaren n'a pas démérité. Et compte tenu du fait qu'ils ont passé la journée sur la voiture, je pense que le prix n'était pas si mal que ça. Et ils nous ont aidés autant qu'ils le pouvaient. Mais pour l'instant, nous sommes sur la piste et il est temps de tester la 720S comme il se doit. Pour la première fois. Ce canard a dans la main en ce moment même la nouvelle bouteille de Y-Food, qui est un substitut de repas parfait, surtout quand on n'est pas chez soi.
C'est pas une boisson protéinée, n'est-ce pas? C'est pas une boisson C'est pas une diététique. boisson diététique. Ça remplace simplement un seul repas dans la journée. Une bouteille contient 26 vitamines et minéraux, est riche en fibres et en protéines et ne contient pas de lactose ni de gluten et ne contient pas de sucre ajouté. Vas-y, bois pendant que je tourne. Nous y voilà. Non. Oh, non. La bouteille de Matt Armstrong est une édition limitée. Elle a un goût de banane. Happy Banana, ma saveur préférée. Attends. Ah, mon Dieu! Vous pouvez dès à présent vous procurer la bouteille spéciale Matt Armstrong Limited Edition en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et avec cette bannière en dessous de moi, vous bénéficierez également d'une belle réduction. Profitez-en, je pense qu'on va devoir nettoyer Anna. La McLaren a une conduite extraordinaire, mais il y a une raison pour laquelle nous sommes venus ici, la rédemption pour la GT3. La McLaren 720S peut-elle battre, ou non, la Lamborghini Huracan Performante? Nous avons besoin de rédemption. La dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons amené la GT3, qui était moins puissante, mais elle était plus légère. Mais nous avons quand même réussi à perdre. Ouais! Mais cette fois-ci, nous avons apporté quelque chose de plus rapide. La McLaren 720S d'une puissance de 710 chevaux et la Huracan qui a une puissance de 731 chevaux. Et ce n'est pas tout, nous sommes aussi plus légers. La seule différence, c'est que la Huracan est à 4 roues motrices et que nous sommes une voiture à propulsion. Voyons comment se déroule cette affaire. Il fait un peu plus sec aujourd'hui. Le temps est un peu plus sec, oui, mais ça devrait nous donner un peu plus d'adhérence. Mais j'ai une longueur d'avance sur la dernière fois, donc je suis confiant. Ah, tais-toi, Ben. Ne gâche pas ma vidéo. Ok. Il n'y a que moi et ma McLaren, allez. Tout d'abord, le test sonore. Pour être honnête, c'est pas terrible. C'est mieux. Il s'agira donc d'un tour complet de T-Side. Départ arrêté, avec moi dans la McLaren en premier. 3, 2, 1, go! Départ. Excellent départ pour la McLaren. Je vais essayer de pas décoller dans cette zone. Ah, on a un peu dérapé. Il est super rapide. Cette voiture est très nerveuse au freinage. Mais je l'adore. Vous devez la conduire. Oh mon Dieu! J'atteins l'apex. Il est difficile de freiner. C'est céramique. On est tellement plus rapide que la Porsche. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une McLaren et je l'ai trouvée un peu folle. J'adore cette voiture. On est allongé sur le support. On arrive petit à petit sur la partie technique. La McLaren était une véritable fusée dans le tour de piste. On reste tranquille, on reste tranquille. On se concentre bien. On a de la fumée pour finir. Waouh, waouh, waouh. Même si on perd, c'est pas grave, je suis absolument ravi. Je suis en pleine effervescence. Si on bat pas le temps de Ben, on doit au moins battre le temps de la Porsche, j'en suis sûr. Avec la Porsche, j'avais l'impression d'être au ralenti. Ici, c'est complètement le contraire. Ben, c'est à toi de jouer. Il est temps de voir ce que la Lamborghini Huracan peut faire. 3, 2, 1, go! Ben était absolument en train de voler, et la Huracan avait l'air si stable. Elle a décollé. L'expression de concentration sur le visage de Ben montre qu'il voulait vraiment y arriver. Il ne voulait pas perdre. Oh là là! Oh, regardez-moi ça! Et maintenant, les derniers virages. Avant de franchir la ligne. C'était pas lent du tout. C'était vraiment pas lent. Maintenant, je suis un peu nerveux. J'aurais pas pu donner plus sur ce tour, même si j'avais essayé. Donc, on a les temps. Anna, je vais laisser Anna dire le temps de Max en premier.
Quel était le 1 temps de minute, Max? 7 secondes, point 56. Bien plus rapide que la Huracan d'avant. Tu penses qu'elle est plus rapide que la Huracan cette fois-ci? C'est forcément le cas, c'est forcément le cas. Attendez, c'est quoi le GT3? Qu'est-ce que tu penses de ce temps? 1,07. Je pense que mon tour le plus rapide était de 1,11. J'étais rapide sur ce tour, mais pas de 4 secondes. Je pense qu'il y a une différence de 2 secondes. Je peux confirmer que la voiture la plus rapide des deux est la Huracan. Non! 1 minute et 4 secondes. C'est une blague! Oh, t'es nul. Je pense que vous Sérieux? reviendrez. J'y crois pas. Waouh. C'est pas question! La Huracan, t'as gagné 6 secondes. Oh mon Dieu! Je crois que c'est tout. Peut-être que nous ne pouvons tout simplement pas battre la Huracan. Et c'est peut-être la meilleure supercar sur ce circuit. Mais j'avais une dernière chose dans ma manche. Certains disent Haha, Bois le lait directement du pis de la vache. Et certains disent qu'il est si rapide qu'il a reçu une contravention en sortant de l'utérus. hahaha. Peut-être que... Nous avons le Stig! Nous recevons Ben Collins, anciennement connu sous le nom de Stig dans l'émission Top Gear. Si quelqu'un peut battre le temps de la Huracan, c'est bien Ben. Vous conduirez ma McLaren, pas ça. Dieu merci. J'espère vraiment que vous pourrez améliorer le temps que j'ai fait. Je sais pas, t'es plutôt rapide, je sais pas, c'est magnifique. J'adore les roues. Oh ouais, elle a l'air complètement dingue. Elle me rend fou. Mais je suis un peu plus lent qu'elle ne devrait l'être. Nous y voilà maintenant. C'est l'heure du spectacle. Le Stig peut-il battre la Huracan? C'est un départ rapide. Allez, Stig. Ben s'est vraiment donné à fond, et il avait l'air beaucoup plus fluide que moi. Mais cela suffira-t-il? Wouah! Il vole. Dans l'épingle finale, retour sur la ligne droite et franchissement de la ligne. Non, non, on peut pas encore voir. Tu dois voir comme tout le monde, tu dois voir comme tout le monde. C'est un avion de chasse, n'est-ce pas? À chaque vitesse. T'as réglé la suralimentation? Non, elle est stockée, elle est complètement stockée. C'est pas possible. C'est l'heure du temps. Le temps est 1 minute, 5 secondes, 60 centièmes. Stig a donc battu mon temps, mais n'a pas réussi à battre celui de la Huracan. Comment est-ce que c'est possible? Peut-être qu'on lui fait faire un autre tour? Est-ce que vous pouvez faire un autre tour, mais cette fois en battant Ben? Je vais essayer de passer la 3e cette fois-ci. Très bien. Wow! Il a fait un survirage! Cette fois-ci, le Stig ne s'est pas laissé faire. Mais nous l'avons peut-être un peu trop poussé. C'était quoi ça? C'était beaucoup de... C'était beaucoup de pneus. C'était un moment important. Qu'est-ce que c'était? Il est plus sur la piste. Je crois qu'il est parti. J'entends plus le moteur, j'entends plus le moteur. Non, je l'entends. Il a fait une sortie de piste. Il est plus sur la piste. Non, il est là, il est là. C'était très mauvais. Très mauvais. Et s'il n'y avait pas eu cette petite caméra, Matt Armstrong ne l'aurait jamais su. Mais j'ai fait déraper la McLaren dans les graviers. Oh, le Stig, non! Oh, il est allé dans les graviers! Que s'est-il passé? J'ai dérapé. Il s'est passé quoi? J'ai dérapé. Oh, regardez son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un tête à queue sur le frein. Oh mon Dieu! Je ne fais que sourire, mais je suis vraiment, vraiment désolé. Les gars, j'ai essayé. Mais Ben, c'est toi qui es le plus rapide et qui a la voiture la plus rapide. Un jour, on te battra.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. C'est moi, après qu'elle refuse de démarrer. Et ça, c'est moi. Like a drug that I just can't deny.